Bonjour et bienvenue pour ce show numéro 211. Je suis ravi de vous retrouver après mon Covid olympique. Et aujourd'hui, avec Max, on va vous parler d'un sujet de poids. On va parler de balance. Et pas des vélos. Non, du poids des coureurs. On a des coureurs qui prennent du poids, des coureurs qui perdent du poids. Et on va voir ce que nous, on doit faire. Exactement. Allez, on y va. Cette année sur le Tour 2024, on a beaucoup parlé d'un coureur, Jonas Abrahamsen, et de son histoire, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est-à-dire qu'il a pris une vingtaine de kilos et qu'il a commencé à avoir des résultats une fois finalement cette prise de masse terminée. C'est un coureur qui à la base était maigre, était plutôt grimpeur et qui a du coup pris du poids avec beaucoup de succès, donc c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit. À l'inverse, on a dans le passé vu des coureurs comme Bradley Wiggins par exemple, ancien pistard pour le moins efficace avec plusieurs titres olympiques, perdre une quinzaine de kilos et venir à gagner le Tour. Et du coup, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit prendre du poids comme Abrahamsen? Est-ce qu'on doit en perdre comme Wiggins? On va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Et il me semble que Max, tu as aussi mené ton enquête. Ouais, moi j'ai mené mon enquête directement dans le triathlon. Car dans le triathlon, on a quand même des coureurs qui sont avec des morphologies quand même assez différentes. Et notamment sur le championnat du monde de 2022, on avait Christian Blumenfeld qui fait 1m75 pour 75 kg, qui est face à Sam Ledlow qui fait 75 kg aussi, mais pour 1m89. Et les deux jouent les podiums sur les Ironman. Et c'est là où c'est quand même assez étonnant d'avoir des physiques aussi différents qui jouent les mêmes podiums. Et on peut le voir aussi sur toutes les classiques de toute l'année UCI, qu'on a des coureurs comme Julien Alaphilippe qui tentent de remporter les courses face à des purs sprinters ou des routiers un peu plus enveloppés, un peu plus massifs on va dire, comme Wout van Aert. Oui, on a à l'inverse Tadej Pogacar qui va gagner des Tours des Flandres devant des beaux bébés pour le moins comme Van Der Poel ou tu l'as cité Van Aert. Alors par contre tu l'as cité aussi rapidement, tu as dit massif. C'est-à-dire qu'on parle bien ici de coureurs, et c'est le cas d'Abrahamsen quand il raconte son histoire, il n'a pas pris du poids entre guillemets à l'aveugle, c'est un processus qui lui a pris du temps et qui a été concentré, ça peut paraître évident mais c'est à préciser, sur la prise de masse musculaire. Le but étant de prendre de la force et de briller du coup sur un grand nombre de terrains. La prise de masse musculaire s'accompagne forcément d'une légère prise de masse grasse, afin également de ne pas perdre de force en pic de forme, mais on l'a bien précisé, ce sont des coureurs qui sont musclés et pas grassouillés. Voilà. Évidemment, c'est pas un entraînement à McDonald's qui les fait prendre en puissance et en poids. Et notamment, tu parles de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, j'étais quand même assez étonné, parce qu'il paraît pas non plus massif, on va dire, en utilisant cette expression que Jonas Vingegaard. Mais Tadej Pogacar, pour 1m75, fait 66 kg, d'après Pro Cycling Stats, évidemment. Et Jonas Vingegaard fait 58 kg pour la même taille. Oui, alors Jonas, c'est assez choquant. Il a un gros coffre. Par contre, il est vraiment squelettique, sinon il est très très affûté. Tadej l'est un petit peu moins, c'est peut-être pour ça qu'il a plus de punch, parce que justement, c'est la question. Pourquoi être toujours plus maigre? Alors, exactement. C'est assez évident à quiconque a déjà fait du vélo. Dès que la route s'élève un tout petit peu, la gravité l'emporte. En fait, elle devient la résistance majoritaire à partir d'une pente de 2%. Comme grande résistance, on a les résistances des pneus, les frottements sur la route, on vous en parle assez souvent. La résistance aéro, ça c'est mon dada, on en parle très souvent. Oui, ou quand on a vent de face. Donc quand on a vent de face ou qu'on a un vêtement qui prend le vent, peu importe. Et ensuite, donc la gravité, et ces trois résistances agissent tout le temps de concert, et selon le terrain et la vitesse, il y en a une qui prend plus ou moins le dessus. Donc dès 2% de pente, la gravité va prendre le dessus, va être la résistance la plus importante proportionnellement. Et à partir de pente d'environ 7%, ça va être 90% de la résistance qui vient du poids. On comprend assez vite l'intérêt d'être plus léger pour grimper plus vite et pour du coup avancer plus vite. Cependant, être trop maigre, et c'est là qu'Abrahamsen intervient, ça peut conduire à des pertes de force. Parce qu'on est obligé, si on veut être particulièrement maigre, atteindre des masses grasses de coureurs cyclistes professionnels à 4, 5, 6%, on va être obligé de perdre du muscle. La prise de muscle s'accompagne d'un petit peu de gras, la perte de masse va s'accompagner d'une perte de muscle également, et donc potentiellement de force. On en vient à la notion de poids de forme, qui est le poids où on a le meilleur compromis entre la légèreté pour grimper le plus aisément possible, mais sans avoir perdu soit de punch, soit de force. Oui, parce que qui dit être, on va dire, plus maigre, dit un peu moins de puissance en général, parce que quand on voit des sprinters ou des coureurs sur piste,
ben là on peut voir qu'ils développent des puissances qui sont monstrueuses. Et quand on pense au poids, on pense en montagne. Faut pas oublier qu'un coureur professionnel, même sprinter, comme un André Greipel par exemple, clairement un André Greipel, s'il me met une attaque dans le Tourmalet, je n'existe pas. Parlant de Greipel, c'est un très bon exemple parce que c'est un coureur qui était physiquement impressionnant, 84 kg pour 1m84, puis que du muscle. Et en fait, justement, c'était quelqu'un qui était très sec pour le coup, mais massif, une grosse ossature, évidemment des muscles très dessinés, des os solides, les tendons qui vont avec pour tenir tout ça. Donc voilà, il faut pas oublier que dans le gras, alors oui on le transporte dans la montée, ça sert pas à appuyer sur les pédales, mais hormonalement ça va aussi servir à stocker des éléments essentiels à la production d'hormones, etc. et qui va nous permettre d'être en forme, d'être, on l'a dit, punchy, de récupérer correctement, etc. Donc on a évidemment besoin d'avoir du gras, de pas paniquer par rapport à ça. Moi je terminerai en disant que justement, évidemment, si on veut gagner au sommet, que c'est une ascension sèche et qu'on veut gagner au sommet, ça va être compliqué de nous faire croire qu'Abrahamsen va battre Vingegaard et que on ne doit pas être le plus mec possible. Évidemment, pendant ce cas-là, on doit être le plus mec possible. Sauf que regardez bien une saison complète chez les professionnels. Des arrivées au sommet, ça représente 2% des courses. Sauf sur la Vuelta. À part sur la Vuelta. Mais sinon, ça représente peut-être 1 ou 2% des courses. Et dans toutes ces arrivées au sommet, il y a peut-être 10-12 coureurs à l'année qui gagnent. Donc être très très maigre pour se dire je vais être le meilleur grimpeur du monde ou le meilleur grimpeur du quartier, en fait ça va être intéressant très très peu de fois dans l'année, bien moins souvent que d'être un petit peu plus solide rouleur. Et moi j'aurais tendance à dire en fait le poids en pratiquant il va avoir tendance plutôt à baisser et voilà, trouver le poids idéal, mais j'aurais tendance à dire à pas vouloir chercher trop à perdre de poids. Sachez que pour gagner 1 km/h dans une pente à 10%, quand vous aurez 10 km/h pour passer de 10 à 11, il vous faudra augmenter de 20 watts. Donc c'est pas rien quand même, surtout si vous êtes déjà proche de la limite, ce qui peut vite arriver quand on est dans une pente à 10%. Complètement. Et sachez que perdre 1 kg à 10 km/h dans une pente à 10%, sans vent, etc., si on parle que de gravité, ça fait gagner, entre guillemets, ça fait économiser que 3 watts. Oui, donc c'est vraiment minime. Donc c'est vraiment pas grand chose, et finalement l'investissement pour perdre beaucoup de poids peut être risqué, peut être difficile à mettre en place et difficile mentalement pour un gain qui est pas tout le temps. Alors ça peut être ponctuel si vous allez faire des jolis cols l'été pour être un peu plus à l'aise. Oui, complètement. Mais sinon, moi j'aurais tendance à suivre l'exemple d'Abrahamsen. Et pour pouvoir aussi... Tant qu'on joue pas à la victoire dans le tour, j'aurais tendance à suivre l'exemple d'Abrahamsen, me focaliser sur du muscle et sur un poids de forme dans lequel je me sens à l'aise. Et puis ça permet aussi, lorsqu'on roule entre amis, de pouvoir amener du braquet sur les longues parties plates, qui sont 80% des sorties régulières. Même plat, dès qu'il faut de la puissance, emmener du braquet. Globalement, chercher à être trop maigre, c'est plus avoir finalement des carences et des pertes de puissance et des problèmes, on va dire. C'est beaucoup d'investissement, une légère prise de risque pour un gain lorsqu'on n'est pas professionnel et pas leader pour un classement général, qui est relativement minime. Pour le classement général, j'ai regardé, c'est entre 6 et 6,5 watts kilo. Ouais. Pour une heure. À répétition tous les jours. Donc, à prendre en compte. C'est quand même à prendre en compte. Voilà. Attention également, un mot sur les cyclistes féminines, les femmes qui nous regardent. Je parlais de la masse grasse pour tout ce qui est hormonal. Ça peut être encore plus gênant. Alors chez les hommes, on peut avoir des pertes de testostérone qui peuvent nuire justement à la densité osseuse, à la masse musculaire, en plus de la libido, d'autres choses. Pour les femmes, ça peut aussi amener un arrêt du cycle. Hormonalement, vouloir être trop maigre, ça peut être très dangereux. Aussi chez les jeunes. Voilà. Donc à prendre avec des pincettes, et si on le fait, l'idée ça peut être accompagné par un professionnel pour le faire correctement. Et voilà. Et quand on voit Wout van Aert qui a gagné l'étape du Ventoux en 2021, exactement. On se dit que la tactique et que d'autres qualités sont aussi pas mal. En parlant de Wout van Aert, on va enchaîner sur les news, les nouveautés et les résultats, notamment la Vuelta. Donc dans les nouveautés de cette semaine, j'ai repéré un tout nouveau vélo qui est sorti chez Trek et surtout un upgrade, c'est le Trek de gravel, le Checkmate SLR. C'est un vélo de gravel qu'ils ont conçu pour la vitesse, c'est un peu la tendance à l'heure actuelle. On ne sait pas si cette tendance va trop perdurer, mais c'est le vélo de gravel le plus rapide qu'ils ont fabriqué et ils annoncent pouvoir gagner 38 secondes par heure à 200 watts, ce qui correspond à qui peut être intéressant sur une course de gravel, même sur une course de gravel ou sur les courses de 10 heures, ça peut vite monter. C'est intéressant qu'ils précisent à 200 watts parce que c'est plus accessible du coup que quand ils nous font des tests à 50 ou 60 à l'heure sur l'aérodynamique qui concernent moins de monde.
C'est ça. Donc voilà, encore la tendance du gravel rapide qui se développe. Oui. À voir si. Voir comment ça dure entre les vélos de route qui acceptent les plus gros pneus et le gravelisme vélo rapide, voir qui se positionne où dans les 2-3 prochaines saisons. On va voir ça. Autre nouveauté, elles sont ici. Et sur nous, donc vous avez sur la boutique GCN les éditions spéciales de la Vuelta, que ce soit le textile, il y en a plein de sortes différentes. Vamos. On a choisi Vamos, et oui. Vamos. C'était allé pour le Tour de France, donc voilà. Et les bidons, les Camelback, toujours. Nos bidons Camelback, édition spéciale. Il y avait une édition spéciale pour le Giro, pour le Tour. Et voilà, ceux de la Vuelta sont arrivés sur la boutique en ligne, que vous retrouverez dans la description. C'est ça. Et cette semaine aussi, dans les actualités, on a vu un transfert. Encore une fois, parce que c'est la mode période. En ce moment, c'est la période. C'est Ethan Hayter qui passe de chez Ineos à la Soudal Quick-Step avec leur dinosaure sur les maillots. Je sais que t'aimes beaucoup. J'ai beaucoup aimé le maillot spécial de la Vuelta. Ouais. Et ça va être intéressant, c'est Quick-Step se renforce encore. C'est quand même un très bon coureur, Ethan Hayter. Donc c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. À voir ça sur les prochains Et voir qui remplace, parce que Quick-Step c'est souvent un peu des chaises musicales, donc à voir quel profil il va remplacer. Dans les news, oui. J'aime beaucoup ces bidons et cette boutique en ligne, nos t-shirts, etc. Oui. Mais j'aime aussi beaucoup la piste et ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, je trouve. Un bon 15 jours. Oui. Même pas. Il y avait les championnats du monde junior sur piste et l'Australien Tate Ryan a battu, peut-être même pulvérisé, le record du monde du kilomètre départ arrêté, puisque c'est le premier junior à passer sous la minute en 59 secondes et 875 millièmes. C'est colossal. C'est vraiment un temps incroyable, ça fait plus de 60 km/h de moyenne départ arrêté à 19 ans, ou 18 ans même. Voilà, ça méritait d'être souligné. C'est toujours dans les records, le français Étienne Olivero a battu son propre record de France dans la même épreuve en 1 minute 01, 575, et le record de Suisse de l'heure a été battu par Valère Thibaut à 53,4 km/h, c'est un excellent temps. C'est un meilleur temps que le record français, ça? Oui, me chauffe pas trop. Me chauffez pas. Dites-nous si vous voulez qu'on essaye de. Ça pourrait être une belle vidéo GCN, ça d'essayer d'aller battre, d'améliorer mon record de France et de repasser dans les Suisses pour 200%. Ouais, si tu dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour finir sur la piste, mais sur l'actualité en général, les Jeux paralympiques commencent cette semaine. Donc on espère la même fête que pour les Jeux olympiques. En tout cas, ça nous a. On a envie il y a une petite nostalgie, on a envie de revivre ça. On va aller voir. On va suivre ça de plus près. Bon, voilà. On continue, on part en Espagne. Vamos. Cette semaine pour la Vuelta, on a vu déjà Joao Almeida qui a abandonné suite au Covid directement. On est dans la même mode. Même pas pourtant. Et au début, on savait qu'il avait perdu du temps sur chute la veille. On s'est dit, bon, bah tiens, il a abandonné là-dessus. C'est toi qui me l'as dit, même. Bien sûr, ouais. Mais finalement, c'était le Covid, donc voilà. Déçu pour Joao et sa Vuelta qui partait dans son pays natal et qui montrait une belle forme. Mais on a vu des belles choses sur cette Vuelta. On se régale sur ces tours. Ouais, alors, début de semaine et début de tour un peu frustrant parce qu'on voyait Wout van Aert qui essayait de gagner ses étapes et finalement et qui était frustré. Bon, finalement. Battu par Caden Groves et par Pavel Bittner, la petite révélation, Pavel Bittner quand même. À 20 ans. Ouais. Donc ça c'est une très belle année d'ailleurs de la DSM. Hein. Oui, c'est vrai. Clairement. Et puis voilà, s'offrir Wout, c'est pas rien. Wout qui a quand même réussi à gagner à 2 reprises. Oui. Donc quand même, je mets une petite piécette sur le championnat du monde moi, pour Wout. Parce qu'il se relance, il prend en confiance, il fait des bons efforts. Voilà, en tout cas, moi j'apprécie de le voir. On reparlera à ce niveau-là. Je pense du champion du monde prochainement. Bien sûr. Ça va être très très intéressant. Ouais, belle course. Mais côté des grimpeurs, on a aussi eu pas mal de spectacles. Mais honnêtement, c'est l'affaire Ben O'Connor le plus important cette Vuelta. Parce que par contre, ce qui s'est passé. J'étais un peu frustré. Dans ce début, je voyais Wout van Aert qui essayait de mettre pas mal de sprint. La balle au fond et puis tu vois qu'il n'y arrivait pas. Et puis d'un coup, il y a eu Ben O'Connor. Et là, j'ai dit, ok, il faut absolument que je m'occupe de regarder toutes les étapes à 200%. Il se passe quelque chose d'exceptionnel. Surtout que sur cette étape-là, ça a commencé tôt. L'échappée a mis du temps à se mettre en route, presque la mi-course. Quand elle est partie, tout le monde en avait marre. Elle a pris énormément de champ. Et là, Ben O'Connor, le leader de l'équipe Decathlon H2R, la mondiale, a sorti un véritable numéro, puisqu'il est parti à 2, puis tout seul, extrêmement loin de l'arrivée, pour l'emporter avec presque 6 minutes d'avance sur le peloton des favoris, et donc prendre le lead avec 4 minutes 30 ou presque 5 minutes d'avance sur Primoz Roglic, qui depuis a gagné 2 victoires d'étape, qui reprend du temps, mais qui est quand même pas loin des 4 minutes derrière. Donc, il a repassé en dessous, je crois, mais en tout cas, 3,50. Ça a donné des idées à Adam Yates,
qui a fait globalement la même chose 3 jours plus tard, qui fait un moins gros rapproché au classement général, mais qui relance les cartes puisque Carapace l'a accompagné à 1 an et donc a complètement rebattu les cartes pour le général. Donc on a Ben O'Connor un peu seul en tête et derrière 3-4 mecs, C'est ça. tout le monde se tient un peu. Plus la chaleur de l'Espagne, les étapes qui vont être encore très très difficiles. Ouais, c'est un final assez explosif de la Vuelta. Ça promet pour la course qui reprend aujourd'hui. Côté féminin, on avait le Tour de l'avenir féminin avec la brillante prestation de Marion Bunel, habituellement coureuse de Saint-Michel Mavic-Aubert 93, qui, sous les couleurs de l'équipe de France, a remporté le classement général et 2 victoires d'étape. C'est plutôt intéressant. Très fort. On va passer maintenant à la statistique de Louis. Oui, j'en ai parlé rapidement. 14e victoire d'étape pour Primoz Roglic sur la Vuelta, le triple vainqueur du classement général, qui est vraiment chez lui en Espagne. Alors, est-ce qu'il va réussir à se relancer et à sauver un petit peu cette première saison à la Bora Hansgrohe, à la Red Bull Bora maintenant d'ailleurs, pardon, ou pas? On verra. Moi, j'avoue que même si je l'apprécie, je suis un peu du côté de Ben O'Connor. Est-ce qu'on va le voir remporter sa 4e Vuelta? Ce qui serait un record égalé. C'est assez intéressant cette semaine. Ouais. On va suivre ça. Maintenant, on passe à l'activité du club Strava GCN en français de la semaine. Et comme vous l'avez vu, je pense, sur Strava, il y avait quand même un bel événement ce week-end. C'était les 24 heures du Mans Skoda, qui était le concept est de rouler pendant 24 heures comme les voitures, mais en vélo. Et là, c'est Nico Leroux qui a fait les 24 heures du Mans en solitaire, qui a fait 572 km pour une vitesse moyenne de 27,8 km/h. Bon, c'est bien aidé par les gros pelotons, ce qui est quand même une belle moyenne. Mais encore une fois, ils ont pris de la tempête. Oui, il a pas l'air d'apprécier la météo de la Sarthe. Ouais. Ah mais non, mais chaque année, aux 24 heures du Mans, il pleut et ça n'a pas dérogé à la règle. Mais tu fais pas ça, toi, les 572 km solo? Si. Ben, dites-nous si c'est une belle vidéo pour l'an prochain d'aller faire aider Max à gagner les 24 heures du Mans solo. Mais je pense qu'à 2, on peut faire 1000 km en 24 heures. Non, tout seul, on a dit. Bon, on verra bien. Moi, je fais des siestes. Hein. Bon. Bah dans tous les cas, c'était tout pour ce GCN Show de la semaine. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Pas mal de nouveautés et de vidéos assez sympas qui vont sortir dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté pour ne rien louper de l'actualité de la chaîne GCN en français. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.